Bonjour et bienvenue sur Comics Code pour le 61e épisode d'une semaine en comics. Un épisode dans lequel on va donc passer en revue quelques-unes des sorties de cette semaine. Je pensais que ça allait être une vidéo très courte et puis finalement on a eu droit à plus de nouveautés que prévu. Alors on va commencer par Panini et par un gros morceau, le tome 4 de l'omnibus Aliens. Alors c'est le quatrième et normalement c'est le dernier. Là je crois que Marvel a réédité tous les récits publiés par Dark Horse à l'époque où ils avaient les droits, à part les Aliens contre Predator. J'imagine qu'on aura un omnibus à part pour ces récits. Et puis il y a les nombreux crossovers auxquels les Aliens sont participés, avec Batman, avec Superman, avec Vampirella même, et quelques autres. Là, par contre, ça m'étonnerait que ce soit réédité un jour. Au passage, je vous préviens tout de suite, je parlerai pas de l'autre titre Alien de la semaine, le dernier volume en date de la série actuelle, qui, vraiment, ça m'intéresse pas. Donc on va plutôt jeter un œil sur ce dernier omnibus consacré à la période Dark Horse et qui réunit des récits parus entre 2011 et 2020. Alors, je l'ai pas lu, on va juste faire un survol du sommaire et puis en profiter pour regarder quelques planches. Un de ces jours, quand j'aurai du temps, je ferai une série de vidéos sur les 4 omnibus, mais autant dire que c'est pas demain la veille. On commence avec le récit Fast Track to Heaven, Voie express vers le ciel, un récit complet de 2011, écrit et dessiné par Liam Sharp, et déjà ça commence plutôt bien avec quand même des planches qui ont vraiment de la gueule. Liam Sharp, je suis pas forcément un inconditionnel. Il peut partir dans des trips vraiment, vraiment très barrés. Star-Henge, par exemple, sa dernière série en date qu'il écrit et qu'il dessine aussi. D'ailleurs, en fait, il fait absolument tout sur ce titre. Star-Henge, c'est très beau aussi, mais j'ai lâché après le premier numéro parce que j'ai absolument rien pigé. Mais ici, je pense que là, par contre, ça devrait le faire. On a ensuite Conditions inhumaines par John Layman et Sam Kiff, un récit qui était paru dans l'anthologie Dark Horse Presents en 2012. Alors là par contre Sam Kiff, je suis un inconditionnel et dès la première page, une gamine avec un ours en peluche qui parle. Il n'y a pas de doute, tu sais que tu es dans un comic book de Sam Kiff. Et forcément, là, ça peut donner qu'une histoire d'alien qui, à mon avis, ressemble à aucune autre. Ensuite, on a 2 courts récits. On a Marine Coloniaux, On ne laisse personne, par Joshua Williamson et Patrick Reynolds. Et puis on a Alien Isolation par Dan Abnett, Diane Lay et Henry Flint. Et puis ensuite on a une histoire, où est-elle ? Ça y est, je l'ai perdu. On a une histoire qui, elle, est parue pour le Free Comic Book Day de 2016. Histoire qui s'appelle Sortie extravéhiculaire par Brian Wood et Tristan Jones. Et on passe ensuite à un des gros morceaux de cet omnibus, la maxi-série Défiance, écrite par Brian Wood, et au dessin, ils sont 5 à se succéder sur ce titre. Notamment, ce qu'on voit là, c'est Tristan Jones, qui donc dessinait déjà le récit précédent. Alors j'avoue que c'est pas un artiste dont le nom m'est familier, mais franchement, ce que je vois ici est quand même vraiment pas mal.
On arrive ensuite, on va faire un gros saut là cette fois. Alors là, c'est le seul récit que j'ai lu. C'est Orbit Mortel, Dead Orbit, de James Stocco. Celui-ci, j'avais l'édition française, chez Vestron, donc dans un format quand même sensiblement plus petit. J'adore James Stocco, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, notamment de Orphan and the Five Beasts. Donc, je vais pouvoir me relire ça dans des conditions optimales. Ensuite, on a la mini-série Dust to Dust, de la poussière à la poussière, qui est écrite et dessinée par Gabriel Hardman. Et puis on a Alien Résistance. C'est encore une mini écrite par Brian Wood et qui, elle, est dessinée par Robert Carey. On a Aliens Sauvetage, Aliens Rescue en VO, par, je vous le donne en mille, Brian Wood, toujours lui, et qui est dessiné par Kieran McKeown. Pas un nom qui m'est familier non plus, j'avoue. On a ensuite Alien, le scénario original. Et donc, c'est l'adaptation du script original de Dan O'Bannon. Et c'est dessiné par Guilherme Balbi. Dark Horse, ils avaient déjà fait un truc du même genre avec Star Wars, où ils avaient adapté en comics le scénario original de George Lucas. Et puis on finit avec une autre curiosité, c'est l'adaptation du scénario écrit par William Gibson pour Alien 3, et qui n'avait pas été retenu. Alors, si vous connaissez pas, William Gibson, c'est un écrivain de SF, et c'est en gros l'inventeur du genre cyberpunk, avec le roman Neuromancien. Son scénario pour Alien 3 avait aussi été adapté en roman par Pat Cadigan, je crois, et c'est même sorti en France chez Brajlon il y a quelques années. Et donc, ici, les dessins sont de Johnny Christmas. Et puis, on va terminer avec une grosse section bonus. On a pas mal de couvertures. J'ai vu qu'il y a aussi pas mal de planches inédites de James Stocco. Il y a aussi des dessins. Et puis ces planches de James Stocco, du coup, moi, ça me va très très bien. Et on a fait le tour de la bête. Alors, je vais pas lire ça tout de suite, je vous l'avoue. Il va falloir que je trouve le temps. Mais oui, effectivement, un de ces quatre, j'aimerais bien quand même revenir sur ces omnibus Alien plus en détail et consacrer une série de vidéos dessus. En attendant, ce tome 4 fait 1064 pages, format 19 par 28 cm. La traduction, elle est de Laurent Lager, et l'omnibus est au prix de 80 €. Pas grand chose d'autre chez Panini cette semaine, on est passé de quand même 18 nouveautés la semaine dernière à 5 cette semaine, et encore, sur les 5, on en a 3
qui aurait dû sortir la semaine dernière. Un truc sur lequel on peut s'arrêter quand même 2 minutes, c'est le Marvel Must-Have consacré aux épisodes des X-Men, dessinés par Barry Windsor Smith. L'autre must-have du mois, il n'est pas spécialement intéressant, c'est le Avengers Defenders War, qui est un crossover qui est vieux de 50 ans et qui n'a pas franchement bien vieilli. Les planches de Barry Windsor Smith, en revanche, presque 40 ans après, eh ben, ça a quand même toujours autant de gueule. Franchement, quelle autre page dans l'épisode des X-Men ressemble à ça ? Alors, il y a donc au sommaire les 2 récits Live Death, c'est des épisodes des X-Men un peu à part, qui sont consacrés principalement à Ororo. Et j'en profite quand même pour rappeler, je l'ai déjà dit, mais ce qui devait à l'origine être le 3e Live Death, Ad Astra in Africa, il va enfin sortir en France, chez Delcourt. C'est annoncé pour octobre prochain. Et évidemment, on aura l'occasion d'en reparler. Il y a aussi l'épisode 205. Alors ça, c'est un épisode qui est quand même cher à mon cœur, parce que c'est le tout premier comic book en VO que j'ai acheté en 1986. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. À l'époque, je lisais plus de comics, et puis je suis tombé par hasard sur la librairie Album à Paris. Je suis entré par curiosité, et puis sur la table des nouveautés, je vois ce numéro des X-Men, et je pense que mon cerveau a dû exploser à ce moment-là. J'avais jamais vu les X-Men, et Wolverine en particulier, comme ça. Et c'est comme ça que, à l'époque, je suis revenu aux comics. Et puis il y a aussi l'épisode 214, qui est un épisode un poil moins intéressant graphiquement que les 3 autres. C'est à partir de cet épisode, en fait, que Dazzler va rejoindre l'équipe. Alors, au sommaire, il y a aussi l'épisode 53 de 1969, qui est le tout premier boulot de Barry Windsor Smith pour Marvel. À l'époque, il signait d'ailleurs seulement Barry Smith, et celui-ci, c'est vraiment le boulot d'un débutant. Le seul intérêt, c'est de permettre de voir l'évolution du travail de Barry Windsor Smith en 15 ans, qui est quand même stratosphérique. J'ai pas pensé à feuilleter le bouquin, j'espère que Panini a aussi inclus les couvertures que Barry Windsor Smith a faites sur Uncanny X-Men, sinon ça mérite des baffes. Si vous l'avez eu entre les mains, dites-moi ça dans les commentaires. Mais en tout cas, si vous aimez le travail de Barry Windsor Smith et que vous en avez en gros rien à carrer des X-Men, c'est, je pense, un bouquin qui peut vous intéresser. Moi, ça aurait pu m'intéresser si Panini avait réédité ces épisodes en grand format, genre ce qu'ils ont fait avec Weapon X. Mais au format classique, je passe. Quoi d'autre ? Chez Black River, on a eu droit au 3e tome de Ragnarok de Walt Simonson. Alors là, je vais aller très vite. J'ai enregistré une vidéo consacrée aux 3 tomes de la série que vous pourrez voir la semaine prochaine. En attendant, la bonne nouvelle, c'est qu'on a appris que la suite de la série sortirait aux États-Unis l'an prochain, chez Act 4, la nouvelle boîte de Scott Dunbier. Et dans le même temps, les 3 premiers tomes vont ressortir dans une intégrale grand format. En attendant, si vous ne connaissez pas cette série, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous raconterai tout. On va changer complètement de registre avec Maple Terrace de Noah Van Sciver, paru chez l'Employé du mois. Alors, je dois dire que c'est le premier bouquin de Noah Van Sciver que je lis. Il faudrait que je me penche un de ces jours sur son Fante Bukowski, dont j'entends parler depuis un moment.
Bon, il a aussi fait notamment une histoire des Mormons, qui est récemment sortie chez Delcourt. Ça, par contre, je pense qu'il va falloir sortir de sacrés bons arguments pour me convaincre de lire ça. Et en plus, ça va, j'ai l'adaptation du livre des Mormons par Michael Redd, ça me suffit largement. Et ouais, je vous montrerai ça un jour, c'est un truc assez hallucinant. Mais revenons-en à Maple Terrace, qui est présenté comme un récit autobiographique, et dans lequel il est beaucoup question de comics. D'ailleurs, le bouquin s'ouvre sur une citation de Todd McFarlane. Et il va être beaucoup question de McFarlane dans cette histoire, et en particulier de Spawn, et plus précisément de Spawn numéro 5. Mais avant ça, l'histoire se déroule en 1992, donc Noah Van Sciver doit avoir 8 ans à l'époque, et il passe pas mal de son temps à traîner avec des types qu'il prennent pour leur souffre-douleur, et le reste du temps, il est chez lui, entouré de ses nombreux frères et sœurs, sachant qu'il est quand même l'avant-dernier d'une famille de 9 enfants. Autant dire que des gosses, il y en a partout, et chez lui aussi, c'est le souffre-douleur de ses frères aînés. Et il va se trouver embringué dans une histoire qui tourne autour du numéro 5 de Spawn, dont on voit la couverture ici. Et en gros, il a piqué l'exemplaire d'un de ses frères pour le lire, sauf que, comme c'est un gros manche, il a déchiré le bouquin, mais il va réussir à en choper un autre exemplaire, sauf que l'autre exemplaire en question, il appartient à quelqu'un, et le quelqu'un en question, il va pas être spécialement content. Voilà, en très gros. Et ça donne un récit qui est assez marrant, et qui est rempli de petits connards que t'as envie de baffer à longueur de page. Quand je dis que Maple Terrace parle de comics, c'est que vraiment, à peu près tout le monde dans cette histoire lit des comics. Le personnage principal, évidemment, c'est Frangin. Son père aussi, qui a une collection que Noah a interdiction de toucher. Et puis, la plupart des gamins de sa classe aussi lisent des comics. En 1992, aux États-Unis, les comics, ça reste encore vraiment un gros truc. Alors, 1992, c'est vraiment la pleine période de la bulle spéculative, où n'importe quoi ou presque se vend à des centaines de milliers d'exemplaires. Mais n'empêche que quand tu lis une histoire comme celle-ci, ou quand tu écoutes ce que racontaient Jim Rogge et Ed Piskor sur cette époque, sur leur chaîne Cartoonist Kayfabe, ou d'autres auteurs de la même génération, tu te dis que, visiblement, les comics pour les gamins de l'époque, c'était encore un gros truc, c'était vraiment une culture commune. Et puis, comme je le disais, Spawn, numéro 5, tient une place centrale dans cette histoire. Du coup, j'ai ressorti mon exemplaire, parce que c'est vrai que ce numéro, il a quelque chose de culte pour les fans de comics de cette génération. C'est le fameux épisode consacré à Billy Kincaid, le tueur en série qui se faisait passer pour un marchand de glace pour enlever et tuer des enfants. Et pour un gamin de 8-10 ans, j'imagine bien ce qui pouvait l'attirer vers une telle histoire horrifique, surtout quand elle est illustrée par McFarlane qui signe quand même à l'époque des planches de Maboul, ne serait-ce qu'au niveau de la composition, c'est quand même assez brillant. Alors par contre, à 8 ans, à 10 ans ou même à mon âge, ça reste globalement un truc totalement illisible. Si je prends juste cette page, toute cette plâtrée de texte, mais quel gamin va se faire chier à lire tout ça? Même moi, au bout de 3 phrases, franchement, ça me tombe des mains. Mais à côté de ça, il y a des images tellement fortes. Il y a évidemment celle de Billy Kincaid qui crée ces tableaux avec les doigts des mômes qu'il a tués. Et puis, il y a l'image finale de cet épisode. Après, merde, elle est là. Où elle est? Ah! Mais non, elle est avant. L'image finale, après le passage de Spawn. On y arrive. Et quand tu vois ça, je comprends que les gamins,
à la récré, ça pouvait être leur sujet de discussion numéro 1 à l'époque. Du style, si, je te jure, le type, il tue la gamine, et après il lui coupe les doigts, et après il les colle sur le mur, je te jure. Non, je te le prête pas, c'est mon exemplaire, et un jour il vaudra une fortune, ok ? Bref, c'est beaucoup de ça que parle Maple Terrace, de comics et de gamins qui aiment les comics. Même les plus cons. Hein. Les plus cons des gamins et les plus cons des comics. Un dernier truc qui m'a plu dans cet album, c'est à la toute fin, Noah Van Sciver nous présente les comics de son enfance. Et quand même là, le gamin, il avait quand même vraiment bon goût. Alors, bon, on a évidemment le Bone de Jeff Smith. Plus étonnant, on a Cadillac and Dinosaurs de Mark Schultz. Alors, c'est une série qu'on connaît aussi sous le titre l'ère xénozoïque. Mais en fait, voilà, le titre Cadillac et Dinosaures, c'est quand même beaucoup plus parlant, parce qu'il en est beaucoup question. Et puis, on a aussi le Tyrant de Stephen Bissett. Alors ça, par contre, c'est quelque chose qui a jamais été publié en France. Ça a même jamais été réédité. À l'époque, Stephen Bissett a réussi à publier 4 numéros de cette série. Et c'est vraiment dommage que ce soit plus disponible, parce que graphiquement, c'est quand même un truc de ma boule. Il faudrait vraiment que je fasse une vidéo un de ces jours sur ces 4 numéros. Le point commun entre ces deux titres, Cadillac and Dinosaurs et Tyrant, c'est évidemment les dinosaures. Et évidemment, quel gamin de 10 ans n'aime pas les dinosaures ? Mais quand même, on sent quand même un goût très sûr chez le gamin dès son plus jeune âge. Sur le reste, Votik, j'avoue que j'ai jamais lu de ma vie. Et Ralph Snart, en fait, je sais même pas ce que c'est. Mais voilà, sur les 3 autres titres, quand même, le petit Noah Van Sciver, je trouve qu'il avait vraiment très bon goût. Et donc, je suis vraiment content d'avoir lu ce Maple Terrace, mon premier Noah Van Sciver, mais peut-être pas mon dernier. Quoi qu'il en soit, le bouquin est paru chez l'Employé du mois. Il est traduit par Mathias Rose. Il fait 120 pages au format 17 par 24 cm. C'est du souple. Et il est vendu 18 €. Je pensais que ce serait tout pour cette semaine. Pas du tout, parce que, contre toute attente, les nouveautés Urban Comics annoncées pour lundi prochain, elles étaient déjà disponibles cette semaine. Et notamment les deux là. Alors, pareil que pour Ragnarok, le pingouin, j'en ai fait une vidéo dédiée. Là aussi, ce sera pour la semaine prochaine. Je sais pas encore laquelle je vais diffuser en premier. Il y en aura sans doute une mardi et l'autre, je pense, ce sera jeudi. Donc, pensez à vous abonner pour être prévenu quand ce sera dispo. New Burn, par contre, j'en parlais tout de suite. Déjà parce que j'ai déjà parlé du premier tome. C'était dans l'épisode 14 d'une semaine en comics. Si vous ne connaissez pas la série, je vous invite à aller y jeter un œil, parce que ici, il s'agit du 2e et dernier tome de la série. Et du coup, je peux pas en dire grand-chose pour éviter de spoiler quoi que ce soit. Je vais donc me contenter de resituer cette histoire, qui est celle de Easton Newburn, qui est un ancien flic devenu en quelque sorte juge de paix pour toutes les familles mafieuses de New York, y compris d'ailleurs la police new-yorkaise. Et Newburn est accompagné dans ses enquêtes par Emily Starr, qui est une jeune femme dont on a commencé à découvrir le passé trouble dans les derniers épisodes du premier tome. Et dans ces derniers épisodes, justement, on a vu que Newburn et Emily ont dû faire quelques arrangements avec la réalité des faits pour sauver leur peau. Et c'est là-dessus que repart ce 2e tome, parce que,
quand tu commences à jouer ce petit jeu, forcément, ça crée un effet domino, et au bout du bout, eh ben, t'as un énorme domino qui va te tomber sur la gueule et qui va t'écraser. Et donc, comment empêcher que tout se casse la gueule? Est-ce que c'est seulement encore possible? Ou peut-être est-ce que, pour sauver sa propre peau, l'un des deux va devoir sacrifier l'autre? Réponse à la fin du volume. Je suis content que Chip Zdarsky a réussi à tenir son histoire jusqu'au bout. C'est loin d'être toujours le cas avec lui. De ce point de vue, Stillwater, par exemple, c'était une énorme déception. Ici, ça fonctionne bien jusqu'à la fin. Et puis, le dessin et le storytelling de Jacob Phillips sont eux aussi toujours aussi efficaces. Alors, on est d'accord, il n'est pas encore au niveau de son père, mais je crois qu'il a même pas 30 ans, et il me semble qu'il a quand même encore une belle marge de progression. Donc, voilà, je vais pas plus loin, j'ai vraiment aucune envie de spoiler quoi que ce soit. Encore une fois, si vous ne connaissez pas du tout la série, allez jeter un œil sur la vidéo dans laquelle je parle du premier tome. En ce qui me concerne, c'est ma meilleure lecture de la semaine. Newburn, tome 2, est donc traduit par Jérôme Wiki, 168 pages au format 17 par 26 cm, et il est au prix de 18€. On a eu d'autres choses chez Urban cette semaine, notamment le Justice League contre Godzilla contre Kong. Je l'ai pas pris, mais je l'ai lu, et franchement, dans le genre bourrin, c'est quand même plutôt chouette. Je vais terminer par signaler une réédition, c'est celle du Joker de James Tynion IV, Guillem March et Giuseppe Camuncoli, qui était initialement sorti en 3 tomes, et qu'on retrouve désormais en intégrale. La couverture de l'intégrale, c'est celle-ci. Là encore, je vais faire court, j'avais consacré une vidéo à la série l'an dernier, au moment de la sortie du 3e tome, donc je vous invite à la regarder pour en savoir plus. Pour faire court, on peut dire que le personnage principal de Joker, c'est James Gordon. Un James Gordon vraiment fatigué et obsédé par l'image du Joker et par tout ce qu'il lui a fait subir à lui et à sa famille. Et Gordon, il va partir à la chasse au Joker. Le Joker, lui, c'est plutôt le personnage central de la série. C'est la cible que vise quantité de personnes. Parce que, Gordon est loin d'être le seul à vouloir retrouver le Joker. Et parmi les nombreux intervenants, je ne peux pas ne pas citer la famille Samson, une famille de dégénérés texans ultra riches, mais qui sont également des tueurs en série cannibales. La famille Samson, en gros, c'est la famille de Massacre à la tronçonneuse qui aurait trouvé du pétrole sur leur terrain. Et c'est d'un mauvais goût absolu, et c'est totalement fun. Et donc tout ça, ça nous donne une chouette série qu'on peut lire sans avoir lu grand-chose d'autre à côté. C'est vraiment un récit indépendant, et c'est une très bonne lecture. L'intégrale, elle fait 448 pages, même format que l'édition précédente, donc 17 par 26 cm, traduit par Jérôme Wiki, encore lui, et le prix est de 40€. Voilà, c'est tout pour cette semaine, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos. Promis, je m'y remets bientôt. Et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages et à bientôt.